Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Donc on a le plaisir d'accueillir Christophe Carayon, qui est directeur national adjoint de la Fédération française handisport et qui va nous faire une présentation sur les sports adaptés. Je vais simplement vous dire qu'il est triple médaillé en athlétisme aux Jeux paralympiques de Barcelone, 1500 mètres, 800 mètres, 400 mètres, voilà. Et qu'il a eu l'honneur d'être porteur de la flamme en 2024. Voilà. Donc je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Donc en fait, j'ai participé à ces Jeux dans le cadre de la Fédération handisport. Je suis déficient visuel, comme ça ne se voit pas. Et c'est à ce titre que je suis ici, donc c'est pas par hasard que je travaille à la Fédération française handisport. J'ai passé le concours de prof de sport en 2000 et donc depuis j'ai eu plusieurs missions, que ce soit du développement et puis aujourd'hui à la direction de cette fédération. Et donc comme toute personne qui est à une direction, je sais à peu près tout sur IEM et à peu près rien sur tout. Et donc je vais vous présenter à peu près rien ce soir. Et voilà, donc je ne sais plus ce que j'avais noté, mais en tous les cas, la Fédération française handisport aujourd'hui, les fédérations françaises, pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde du sport, du moment qu'on a fédération française, c'est que l'État, le ministère des Sports, a donné une délégation à la Fédération française handisport, et la délégation, une délégation de pouvoir et d'organiser le sport à la place de l'État. Donc on est une émanation de l'État et c'est pour ça qu'il y a des fonctionnaires dans les fédérations françaises dont je fais partie, avec une direction technique nationale. Et c'est à ce niveau-là que je suis donc l'adjoint du DTN. Et cette délégation de pouvoir, donc, elle nous impose de mettre en œuvre le projet sportif de la fédération, donc des élus qui ont été élus pour 4 ans, là, dont le renouvellement va se faire juste après les Jeux, donc dans 2 mois maintenant. Et on doit aussi, évidemment, mettre en place toutes les politiques publiques. Et ce qui nous concerne à nous, Fédération handisport, c'est évidemment le sport pour tous. Donc le sport pour tous, juste une petite aparté, parce qu'on m'a fait la remarque tout à l'heure, on m'a posé la question. Donc il y a du sport adapté et du handisport. Le sport adapté, il y a une fédération française de sport adapté qui s'occupe des sports pour les déficients psychiques et mentaux. Et donc après, il y a la Fédération française handisport qui s'occupe qui s'occupe de tous les handicaps qui sont sensoriels et physiques. Donc c'est là où on va aller avec les déficients visuels. Et aujourd'hui, donc je vous parlais d'une délégation de pouvoir. On a une délégation de pouvoir par sport. Et donc aujourd'hui, l'État nous a octroyé 25 sports, je ne sais plus exactement combien. Et donc tous les sports que vous avez pu voir aux Jeux paralympiques, si vous avez regardé, ne dépendent pas de la Fédération française handisport. Le judo, par exemple, pour les déficients visuels, c'est la Fédération française de la FFJDA qui s'en occupe. Mais nous, on a encore énormément de sports. Donc la Fédération française, c'est à peu près 30 000 licenciés. Oui, je voulais vous dire juste un petit mot sur les Jeux paralympiques quand même, parce qu'il y a un message que je trouve qui a été marqué et qui est important, c'est qu'en regardant ces Jeux, on s'est aperçu qu'il y avait que l'impossible n'existait pas dans le paralympisme, donc dans la fédération handisport. Des fois, on a vu des images, vous avez certainement dû les voir, avec un nageur sans bras, sans jambes, qui arrive à gagner des médailles, à une Aurélie qui malgré son handicap, où elle ne peut finalement bouger aucun de ses membres, même pas checker les personnes qui sont à côté d'elle dans son fauteuil électrique, est championne paralympique en boccia. Et on a vu du tir à l'arc avec des gens qui n'avaient pas de bras. Et pour les déficients visuels, c'était pas au jeu, mais quand on voit des skieurs qui dévalent des pentes rouges, noires, non-voyants, c'est des choses qui font du tir à l'arc. C'est pas des choses que spontanément on se dit, mon enfant ou mon élève ou mon frère, ma sœur, mon père va se mettre à ce sport. Et donc avant de se dire que c'est impossible, il faut se renseigner.
Il y a des experts pour ça et on en est. Parce que voilà, si un gamin veut faire un sport, il faut l'humain a une capacité d'adaptation qu'on n'imagine pas et on en découvre chaque fois au jeu. On découvre des choses et pourtant on en a vu. Moi j'en ai vu en 25 ans qu'on n'imagine pas. C'était l'aparté. Donc la fédération aujourd'hui dans les sports qu'on gère, on a des sports qui sont faits pour les déficients visuels. On a environ 5-6 000 déficients visuels à la fédération et donc il y a des sports qui sont adaptés pour les déficients visuels et après on a des sports qui sont spécifiques. Donc les sports adaptés, on va avoir par exemple le cyclisme où on a des tandems avec un pilote devant et la personne malvoyante ou non-voyante. Quand je parle de déficient visuel, on est sur de la malvoyance ou non-voyance. Avec la personne déficiente visuelle derrière. Et c'est pas anodin, mais il faut avoir confiance en son pilote, parce que quand on est derrière un vélo donc quand vous êtes derrière sur un tandem, vous n'avez pas de frein, vous ne tournez pas. Donc c'est le pilote, c'est vraiment le vrai terme. Donc il faut avoir confiance en son pilote pour dévaler des pentes à 60 ou 80 à l'heure quand on ne sait pas trop où on va. Donc on va avoir de l'athlétisme avec un guidage qui se fait plutôt au bras avec un fil ou à la voix quand on fait du saut en longueur, puisqu'ils font du saut en longueur avec quelqu'un qui guide la voix à la place de la vue et qui se met donc face à l'athlète et qui s'enlève juste au dernier moment en lui donnant une indication pour qu'il fasse son impulsion. Donc on va avoir à peu près tous les sports qui sont adaptables. On va avoir de la natation, on va avoir même du basket, malvoyant, et beaucoup de sports sont adaptables. Et ensuite, on a donc des sports spécifiques, c'est plutôt ceux-là que je vais vous présenter parce que c'est peut-être ceux que vous connaissez le moins. Il y en a aujourd'hui 3 qui sont assez développés à la Fédération Handisport. C'est le cécifoot. Certains l'ont vu aux Jeux paralympiques, donc c'est du foot pour des non-voyants. Les malvoyants peuvent jouer, mais on leur met un bandeau pour occulter la vue. Et donc ce sport se joue avec un ballon avec de la grenaille à l'intérieur pour qu'il soit sonore. Et donc c'est au bruit en fait que les personnes trouvent le ballon. C'est un terrain plutôt d'un format de handball avec des rebords pour que le ballon parte pas trop loin. Et donc les personnes jouent avec des règles spécifiques. La personne qui s'approche du ballon doit parler, doit s'identifier pour qu'il n'y ait pas de choc frontal. Et c'est un sport qui est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que ça développe au-delà de l'apprentissage, de la prise d'information qui peut être très intéressante pour des personnes dans la vie de tous les jours. Il y a aussi cet aspect de tenue de balle avec les pieds, et il y a un terme cognitif, c'est très intéressant le cécifoot, parce que c'est vraiment, on appelle ça nous des sports ouverts, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations. Le javelot, par exemple, c'est un sport fermé, on n'a qu'un geste à faire et on n'a pas d'informations, beaucoup de prise d'informations à avoir. Donc le cécifoot, ça se joue. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est le goal est voyant. Il ne doit pas dépasser une toute petite surface, évidemment, pour pas aller prendre le ballon dans les personnes. Et donc ils prennent des buts, hein. Alors que les cages sont toutes petites, mais ils prennent des buts par les non-voyants. Donc ça, c'est toujours un petit clin d'œil, si je peux me permettre ce terme ici. Mais voilà, c'est ça. Il faut bien qu'on ait de temps en temps nos petites revanches. Et deuxième sport, on va avoir le goalball. Alors il y a le goalball et le torball qui se ressemblent énormément. Le goalball aujourd'hui est le sport qui se pratique à l'international. Le torball, on va dire, est un sport qui est plus tourné vers le loisir et le national et qui ne se pratique qu'en Europe. Vous êtes sur un terrain avec des cages qui font la largeur du terrain, 16 mètres. Vous êtes à 3 contre 3 et vous avez une balle que vous devez lancer à l'adversaire, toujours pareil, une balle sonore, que vous devez lancer à l'adversaire et donc rentrer dans le but adverse. Et à 3, ils doivent couvrir, j'ai dit 16 mètres, c'est pas 16 mètres, c'est 7. Mais reprenez-moi si je me trompe, hein. C'est 16 mètres, c'est la longueur du terrain, c'est 9 mètres.
Et donc, c'est 7 et 9 mètres entre le torbal et le goalball. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas grand-chose, donc je perds les distances. Et donc, en fait, les joueurs généralement s'allongent pour attraper le ballon. Et ça aussi, c'est facile à mettre en œuvre et c'est très intéressant, y compris pour des voyants, parce que moi, alors des fois, je me considère comme voyant, mais je l'ai testé et c'est vrai que la première fois que le ballon arrive, on entend le ballon arriver, mais on ne sait pas trop où il est. Et puis, petit à petit, l'oreille s'affine et apprend relativement vite. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on arrive à aller vers la balle. Et je pense que c'est intéressant, au-delà des déficients visuels, des fois, que d'utiliser des sports où finalement on enlève un sens pour faire travailler et développer les autres. Et donc ça, le goalball se joue avec un ballon un peu plus lourd, un peu plus gros, et c'est à l'international. Le torbal est sur une balle plus petite, et la différence, c'est que au goalball, on peut faire rebondir le ballon, et le torbal, il y a des petites lignes avec des clochettes, et donc le ballon doit passer dessous pour être sûr qu'il roule et qu'il fasse du bruit. Et donc il arrive évidemment moins fort quand les personnes doivent l'arrêter. Et donc on a besoin d'un peu moins de gainage pour encaisser le ballon si on n'a pas su mettre les mains avant. Donc ça, c'est goalball, torbal. Et le troisième sport très spécifique, c'est le showdown, qui est un sport très accessible à tous. Vous en avez peut-être déjà pratiqué. Des fois, on en voit dans des salles de jeu, dans des foires. C'est une table avec des rebords. Vous avez un palais que vous tenez et il y a un petit... c'est pas un palais que vous tenez d'ailleurs, c'est le palais qu'on envoie avec une sorte de raquette. Là, c'est une raquette en bois. Et on essaie de marquer le but à l'adversaire en faisant souvent des bandes. Ça fait assez de bruit pour que la personne arrive à gérer cette partie-là. Et c'est un sport pareil où c'est sur une table à peu près d'une grandeur du tennis de table. C'est très accessible, c'est très ludique. On a eu une présentation ce matin. Ah, mais parfait. Oui. Ben voilà, donc vous connaissez au moins aussi bien que moi. Et voilà un peu pour les trois sports, on va dire, les trois sports spécifiques, enfin 4 avec torbal, goalball chez nous. Et après, la fédération handisport, nous, au-delà donc de ces sports qu'on organise et que les clubs organisent pour nous, on a toute une partie qui est pédagogique. On a des formations, on a des livrets pour aider nos clubs avec des exercices pédagogiques, parce que c'est bien joli de jouer au CC-foot, mais il faut bien apprendre, il faut bien prendre confiance. Et la confiance, c'est quand il nous manque la vue, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il faut avoir confiance en l'autre. Et donc on a soit des livrets pédagogiques avec des petites séances à mettre en œuvre. On a des guides matériels pour savoir où trouver ce matériel, parce qu'une fois que je vous dis qu'on est guidé avec une cordelette, il y a des choses qui se vendent. Et puis un ballon de CC-foot, vous n'allez pas le trouver nécessairement dans le premier magasin de sport venu. Donc on a mis ça en place et puis aujourd'hui on essaye de déployer, notamment sur le CC-foot, avec une personne qui est très dynamique chez nous. On essaye de déployer des terrains de CC-foot gonflables comme ça, qu'on peut poser dans des clubs de foot pour que ce sport pour déficients visuels se développe. Donc on en a à Toulouse, on en a à Lens des terrains, on en a sur Paris évidemment. Et voilà. Et après, je vous disais, tous les sports sont possibles, mais si vous avez des questions, je préfère répondre à des questions que de vous faire une présentation. Oui, alors moi j'aurais une question là par rapport au showdown. Ce matin, ce qu'on a discuté, c'était la difficulté, ce qui nous a été présenté, enfin, le fait que ce ne soit pas reconnu comme sport. Je vais dire, ça peut pas. De haut niveau. Par rapport au de haut niveau, oui. Voilà. Hein. Et le fait, alors, handisport peut faire quelque chose pour ça, peut appuyer, c'est pas votre rôle. Enfin bon, je ne connais pas très bien. Si, en tout cas, c'est mon rôle d'y répondre, en étant à la direction. En fait, on a donc dans la délégation, après, on a des sports qui sont reconnus de fait de haut niveau. Ce sont tous les sports qui sont aux Jeux paralympiques. Et qui sont financés du coup par l'Agence nationale du sport, qui est le bras financier du ministère. Ensuite, on a des sports qui peuvent être reconnus de haut niveau, mais qui ne sont pas financés par l'Agence nationale du sport. Donc ce sont tous les sports qui ont une activité à l'international ou qui pourraient en avoir une,
mais qui ne sont pas aux Jeux paralympiques. Et donc là-dedans, on va trouver tous les sports sourds, puisque les sourds ne sont pas aux Jeux paralympiques. Il y a une fédération internationale à part de l'International Paralympic Committee. Et il y a certains sports spécifiques comme le showdown, qui aujourd'hui n'est pas reconnu, comme le foot fauteuil électrique, qui est pourtant très développé, qui a un championnat du monde, etc., mais qui n'est pas au jeu. Et donc tous ces sports, en fait, il n'y a d'aide aujourd'hui que des fonds fédéraux. Et donc, on fait avec cette contrainte-là. Aujourd'hui, le showdown, il y a eu un championnat d'Europe et qui s'est déroulé sur le sol français il y a 2 ans, sur lequel on a aidé à l'organisation. Mais c'est vrai que par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre pour faire des stages, pour se déplacer, notamment à l'international, ça va très vite. Et quand il faut aller faire un championnat du monde en Malaisie, pour avoir à gérer notamment les finances de la DTN, je peux vous dire que ça chiffre vite. Et donc oui, on a cette contrainte aujourd'hui financière qui fait que les sports qui ne sont pas aux Jeux paralympiques et donc qui ne sont pas aidés par le ministère des Sports, après on pourrait toujours débattre du choix de l'ANS, mais on essaie de les aider et pour ça on a mis des critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de personnes, de clubs et de comités régionaux qui soient impliqués au niveau national pour qu'on crée une équipe internationale et que l'équipe internationale ait un certain niveau pour pouvoir participer à ces compétitions internationales. Aujourd'hui, le showdown sort à l'international, mais il sort à minima parce qu'on n'a pas les moyens qu'on peut mettre sur un sport paralympique. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comité régional sur les Jeux régionaux de l'année handisport, en tout cas on est entendu et du coup ils ont plus ouvert la discipline, mais les nationaux pour l'instant ça n'a pas bougé. Vous êtes dans quelle région? À Évry dans le 91 en Essonne. Île-de-France. Oh, il y a des raisons, de toute façon, je vais vous en trouver des raisons. C'est mon métier. Non, mais les Jeux nationaux de l'avenir, juste pour expliquer, je vous réponds, mais je ne dois pas le poisson. C'est un regroupement entre 400 et 500 personnes qu'on fait venir tous les 2 ans, qui sont une émanation des sélections de chaque région, donc des Jeux régionaux de l'avenir handisport. Et donc c'est généralement sur le week-end de l'Ascension, je crois, qu'on organise ça. Et donc on fait venir 400 ou 500 jeunes, souvent des handicaps qui viennent d'établissements, donc des handicaps plutôt lourds. Et voilà. Et donc c'est une grosse organisation avec une multiplicité de sports. Et donc on a des contraintes. Le showdown, par exemple, la grosse contrainte, c'est le déplacement des tables, qui fait que donc il y a plusieurs éléments. Donc en tous les cas, un des éléments, c'est pas une volonté de pas mettre de sport pour les déficients visuels. Ça, c'est une chose. Mais après, on a des contraintes. Je ne pourrais pas vous dire tout parce que c'est pas moi qui suis à l'organisation des JNH. Par contre, je vous promets que je ferai remonter l'information. Mais le choix dans les Jeux nationaux de l'avenir, ça se fait en fonction de disponibilité de nos cadres sur la discipline. Il faut savoir que une fois que je vous ai dit que la fédération était délégataire, qu'on avait de l'argent et des fonctionnaires, tous les responsables, quasiment tous,
les responsables de développement des disciplines, ce sont des bénévoles. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que pour mettre en place du CC-Foot, pour mettre en place du showdown, pour moi, donc le goalball, c'est plus facile, mais Torbal goalball, c'est un vrai sujet à la fédération. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas trop de matériel à déplacer, mais il faut des gymnases. Pour le CC-Foot, il faut un terrain au moins gazonné. Et donc, voilà, il y a quelques contraintes qui font que tous les sports n'y sont pas représentés. Il n'y a pas de cyclisme, par exemple, parce que voilà, c'est compliqué. Mais par contre, qu'il n'y ait que l'athlétisme, il y a pas, la natation, ils doivent les accepter. En natation, il n'y a aucune raison qu'ils ne les acceptent pas. Pour déficients visuels. Alors, après, au niveau local ou territorial, moi, là, tous les sports dont je vous ai parlé, c'est les sports qu'on gère au niveau national et qu'on coordonne. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer je sais qu'il y a du basket pour déficients visuels, il y a des choses qui se font sur les territoires, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais qui sont pas structurées à notre niveau, parce que chaque fois qu'on met une structure, il nous faut des personnes qui veuillent bien le gérer au niveau national, et ça prend énormément de... Pardon. Ça prend énormément de temps et on a des contraintes et financières et humaines pour le coup. Mais oui, je ne peux que noter votre demande parce que je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus parce que voilà, c'est un sport. Après le futsal, ce qui est certain, c'est que si on veut mettre un tournoi de CC-Foot, même si c'est en salle, on ne peut pas le faire en même temps que le futsal avec des autres types de handicap, quoi. Ah oui. D'accord. Mais par exemple, le CC-Foot en malvoyance, c'est pas paralympique, donc. Oui. Alors, monsieur, attends. Alors, il y a déjà quelqu'un qui répond en face de moi, enfin qui pose une question, pardon. Oui. Mais je suis bien content d'avoir fait ma petite présentation sur la délégation tout à l'heure, parce que l'escalade fait partie des sports qu'on n'a pas en délégation à la Fédération Handisport. C'est la Fédération française de montagne et escalade qui est délégataire, et donc j'ai pas la réponse. Je suis désolé. Ouais. Il faudrait, après, si vous voulez plus d'informations, il faudrait se renseigner. C'est Fédération française de montagne et escalade qui gère l'escalade aujourd'hui, qui gère l'escalade même pour les Paralympiques. Notre collègue de Strasbourg avait une question. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des liens qui existent entre la FFH et le ministère de l'Éducation nationale, justement, pour favoriser, alors peut-être pas, mais disons des sensibilisations au niveau des établissements scolaires, au niveau du handicap, en fait, et le handicap par la pratique du sport. On a passé, de toute façon, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports, on a été rapprochés de fait, puisque nous, professeurs de sport, on dépendait du ministère des Sports, et aujourd'hui, à un moment donné, on a le sport qui a été intégré au ministère de l'Éducation nationale, et de fait, aujourd'hui, on est rapprochés parce qu'on a la même gestion des ressources humaines. Mais au-delà de ça, les sensibilisations, le souci des sensibilisations, en tout cas de notre point de vue, au niveau fédéral, c'est que lorsqu'on fait une sensibilisation dans les écoles, alors tant que c'est dans des ULIS ou des établissements spécialisés, pour nous, il n'y a pas de souci, mais quand on fait des sensibilisations, ou en tout cas quand les clubs font des sensibilisations dans des écoles, on va dire, classiques, ils y passent du temps, ils y passent de l'énergie, c'est super bien. Mais ils n'ont aucune retombée là-dessus, en termes de licence, et en termes de pratique. Et donc l'énergie qui passe là, ils ne la passent pas pour faire une offre de pratique supplémentaire, et ils n'ont aucun retour des décideurs au niveau départemental ou local, parce que leur nombre de licences ne bouge pas, etc.
Ça, c'est une première chose. Après, si de même le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports s'entendaient pour qu'il y ait des sensibilisations et qu'elles soient reconnues, il y aurait certainement moins de soucis de cette scission que j'entends ici. Et après, il y a des actions qui existent au niveau de l'UNSS, mais c'est demain, je crois qu'on vous fait la présentation, ou on vous l'a déjà faite? Non, tout de suite, là, on va avoir Ben une voilà, intervention c'est sur parfait. les barèmes, sur le sport comment partagé. adapter les barèmes à l'école. Alors, oui, ça, c'est encore autre chose. Alors, l'autre, c'est demain, oui. Oui, et après, il y a le sport partagé aujourd'hui qui existe au niveau du UNSS, où là, il y a un vrai programme, mais que quelqu'un vous présentera donc de même, où il y a du sport partagé, mais c'est sur du périscolaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, monsieur? Bonjour, Franck Barbeski, je suis président de l'association sportive de Saint-Yves-Fontaine à Nancy. Est-ce que la fédération a la possibilité, la volonté d'ouvrir aux valides, aux personnes valides, dans le sens où on a des sports comme le cheval, le torbal, le volleyball ou encore le cécifoot, qui à partir du moment où tout le monde est patché et masqué, on est tous à égalité et on pourrait tous participer au même sport. C'est déjà ouvert. Aujourd'hui, on a 4000 licenciés qui sont valides. Alors, soit parce que ce sont des encadrants, soit parce que ce sont des pilotes. Et de toute façon, la prise de licence est libre à la Fédération Handisport. Donc, vous pouvez très bien prendre une licence pour jouer avec la personne avec qui vous avez envie de jouer, en fait, quelle qu'elle soit. Mais il n'y a pas du tout de blocage là-dessus. Même en compétition? Pas en compétition. Parce qu'en fait, moi, si je vais vous parler de mon expérience, puisque c'est là où moi je la connais. Quand je fais de la course à pied, que je cours sur une piste, j'étais dans la catégorie la moins handicapée. C'est-à-dire la moins handicapée à handisport, c'est 1 sur 10 après correction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les lentilles, les lunettes, etc., il ne faut pas qu'on ait mieux que 1 sur 10 au meilleur des 2 yeux. Donc pour vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Mais donc, si vous voulez, moi, quand je suis sur une piste, je peux me débrouiller tout seul, il n'y a pas de souci. Et donc, on peut même se poser la question de savoir en quoi je suis handicapé quand je fais un 800 mètres ou un 1500 mètres. Sauf que quand je m'entraîne tous les jours, quand je dois accéder au stade parce que j'ai pas de voiture, parce que j'ai pas de moyens de locomotion, etc., je me retrouve confronté à des difficultés. Quand je vais courir à l'extérieur, je peux pas, si vous voulez, la course à pied pour être efficace, il faut quasiment pas toucher le talon au sol. Donc on a un truc très, très dynamique de fouetter, sauf que quand on est dehors, qu'il y a des racines, des trous, des cailloux, si on fait ça, on se fait une cheville. Donc ben moi, en tout cas, ça me limitait là-dessus. Et on ne peut pas s'entraîner toujours sur une piste parce que c'est stressant pour les articulations. Et donc, c'est un peu pour ça que les personnes valides, finalement, on ne les accepte pas en compétition parce qu'effectivement, elles peuvent mettre un bandeau et être handicapées à ce moment-là. On ne les accepte que au basket, quand on est dans la plus basse des divisions, pour compléter une équipe. S'ils sont que 4 et qu'il leur manque un 5e, on accepte d'avoir un valide. Mais aujourd'hui, en compétition, on ne prend que des personnes en situation de handicap. Bien, on va être obligé de passer à l'intervention suivante parce qu'on a un impératif derrière avec le cocktail à 18h. Hein. Donc, je vous propose qu'on... Alors, une toute petite, minuscule. Ah. Accessibles, ils le sont. Je me rappelle pas s'ils sont payants ou pas, parce qu'à un moment donné, il y avait une politique de la gratuité pour nos licenciés et qui devait être revue. Donc là, je vais pas pouvoir. En tout cas, ils sont accessibles. Après, soit en payant, soit gratuitement. Mais pardon ?